Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition de l'information de ce vendredi. Voici les titres du journal. La diaspora ivoirienne solidaire de ses compatriotes vivant à Abidjan. Hier, les femmes d'Adjamé résidant à New York ont fait parler leur cœur en offrant une vingtaine de sacs de riz aux fidèles musulmans de la mosquée de Yopougon-Toit-Rouge. À l'étranger, la spirale de violence se poursuit en Libye. Depuis ce jeudi, c'est la localité de Zawiya qui est le théâtre d'affrontements entre les forces restées fidèles au colonel Kadhafi et les insurgés de Benghazi. La bataille pour le contrôle de la raffinerie de cette ville fait rage. Des vivres pour accompagner la communauté musulmane durant ce mois de Ramadan. C'est le sens du geste consenti par l'association des femmes d'Adjamé résidant à New York qui, en ce jeudi 18 août, fait don d'une demi-tonne de riz à la mosquée de Yopougon-Toit-Rouge dans la banlieue d'Abidjan. Des prières de bénédiction. Ce jeudi 18 août, la grâce de Allah a été invoquée sur la cérémonie de remise de dons organisée par l'association des femmes d'Adjamé résidant à New York au sein de la mosquée de Yopougon-Toit-Rouge à Abidjan. Profitant de la période de pénitence observée par les fidèles musulmans du monde entier dont ceux de Côte d'Ivoire, au cours de ce mois de Ramadan, ce collectif de femmes résidant au pays de l'oncle Sam a décidé de marquer leur solidarité envers leurs frères et sœurs restés au pays en faisant parler leur cœur avec un don d'une vingtaine de sacs de riz, soit une demi-tonne de vivres. S'exprimant au nom des récipiendaires, l'imam Konaté Saïd, des chefs religieux de la dite mosquée, a tenu à signifier toute sa joie devant ce geste qui vient soulager de nombreuses familles qui ont durement subi les affres de la crise post-électorale qui a récemment connu le pays. Ce don vient à point nommé, parce que les gens sont réellement dans le besoin, qui ont eu beaucoup de biens matériels détruits, et ils sont obligés de se conformer aux exigences de ce mois béni, et qui a besoin de beaucoup de vivres. Ils ont besoin de beaucoup de vivres, ils ont besoin de beaucoup d'habits, ils ont besoin même de l'argent parce qu'ils sont dans la détresse totale. Et nous remercions l'association des femmes d'Adjamé à New York qui ont pensé à la communauté. Une gratitude également relevée chez M. Lassina Bounti, opérateur économique qui a pour sa part salué la haute portée du geste de ces dames au grand cœur. Je vais dire une petite anecdote parce qu'on a dû demander aux imams qu'est-ce qui était idéal à offrir. Parce que tout le monde parlait de sucre. Alors que les imams nous ont fait comprendre que plutôt du riz. C'est pour dire que ce sera vraiment utile. Pour sa part, Madame Fanta Kamagaté, représentant l'association au cours de cette cérémonie, a voulu donner dans la modestie en parlant plus d'un geste symbolique que d'un acte d'envergure tout en promettant d'autres initiatives de ce genre envers les autres communautés religieuses au moment opportun. L'association m'a chargé de faire un petit geste aux fidèles musulmans pour le mois de Ramadan. Ce geste, il n'est pas grand, mais il est symbolique pour nous. Ce mois saint, on sait que nos parents ont besoin d'aide, mais avec ce petit don, on vient juste en aide et que Dieu fasse en sorte qu'on puisse les aider davantage. Cette fois-ci, c'est les musulmans parce que c'est le mois de Ramadan. Et la prochaine fois, c'est aussi d'autres communautés, la communauté chrétienne, de toute la couche ivoirienne. Notons que cette cérémonie chargée de symboles s'est achevée autour de 16h15, soit un quart d'heure après son démarrage. Et pour clore ce chapitre national, nous rappelons cette information qui nous est parvenue depuis hier. L'ancien couple présidentiel Gbagbo a été inculpé pour crime économique par le tribunal d'Abidjan. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la République, Kofi Simplice. Ailleurs sur le continent africain, le dialogue politique reprend ses droits en Guinée. Ce jeudi, une coalition de partis d'opposition a remis un mémorandum au gouvernement guinéen dans lequel elle fait des propositions pour la tenue d'élections législatives libres et transparentes, même si ce scrutin, prévu pour être organisé d'ici à la fin 2011, n'a toujours pas été fixé à une date précise. En Guinée, dialogue renoué entre l'opposition et le gouvernement. C'est dans un climat apaisé mercredi à Conakry que le collectif des partis politiques pour la finalisation du processus électoral a remis au gouvernement guinéen un mémorandum sur les élections. Le collectif a insisté sur sa volonté d'aller vers des élections législatives libres et transparentes, évoquant 3 points fondamentaux.
premier, c'est sur le problème de la Commission électorale nationale indépendante. Cette commission a signé un protocole avec le ministère de l'Administration du Territoire qui tend à pratiquement se dessaisir de toutes ces attributions pour les donner au ministère, ce qu'on conteste totalement. Ensuite, il y a le problème de la composition même et de la restructuration de cette cellule. Le deuxième point, qui est le point le plus important de cette discussion, c'est le fichier électoral. À un moment donné, le gouvernement souhaitait refaire un recensement, disons, selon la Constitution, qu'on ne peut faire qu'une révision des listes électorales. Le troisième point est que des décisions ont été prises au niveau du gouvernement quant à remplacer par des délégations spéciales les mairies détenues par les partis d'opposition. Donc là également, nous avons demandé que la loi soit respectée. Et ce sont les 3 points qui vont faire l'objet de discussions. Alassane Condé, le ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation, a lui manifesté son entière disponibilité à débattre avec les partis d'opposition. Il s'est engagé à soumettre les différents points soulevés par l'opposition à la session hebdomadaire du Conseil des ministres du jeudi 18 août. Seul le dialogue entre les différents acteurs permettra d'aller vers des élections dans un climat de paix et de quiétude sociale. Le gouvernement guinéen n'a fixé aucune date précise pour le moment, mais il s'est engagé à organiser les élections avant la fin de l'année 2011. Après Valérie Amos de passage dans la région mercredi, c'est au tour de Jacques Diouf, directeur général de la FAO, de lancer un nouvel appel aux pays membres de l'organisation onusienne afin qu'ils s'investissent davantage dans la lutte contre la famine qui sévit actuellement dans la Corne de l'Afrique. Les gouvernements doivent mieux investir pour aider la Corne de l'Afrique à combattre la sécheresse. C'est l'appel d'urgence lancé à Rome jeudi par le directeur général des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Jacques Diouf aux 191 pays membres de la FAO. Situation à laquelle nous faisons actuellement face est malheureusement le résultat de 3 décennies de sous-investissement dans l'agriculture et le développement rural, alors que les infrastructures pour l'accès à l'eau, le stockage, les routes et les transports devraient constituer la première priorité des gouvernements et des donateurs. Il s'agit de la 2e réunion de l'ONU en moins d'1 mois. Une réunion exigeant d'urgence une récolte de fonds contre la famine pour un coût estimé à 2,4 milliards de dollars. Il est vraiment très important que le monde se concentre maintenant sur la façon d'éviter une autre famine. Un pays comme le Kenya fait ce qu'il peut, mais le monde doit se réveiller une fois pour toutes et réaliser que nous avons des problèmes de changement climatique liés à notre production alimentaire. C'est le temps d'évaluer et de prendre soin de ses effets sur notre production. Mercredi, le président de la Commission africaine, Jean Ping, a de son côté appelé à la générosité de tous les États africains envers la Corne de l'Afrique lors de l'ouverture du sommet de la SADC à Luanda. La sécheresse a déjà fait des dizaines de milliers de morts et menace près de 12 millions de personnes dans cette région du continent. Le combat se poursuit en Libye. Hier jeudi, la rébellion du CNT annonçait s'être emparée de la raffinerie de Zawiya, l'un des derniers points de ravitaillement en carburant des forces pro-Kadhafi. Cependant, la situation dans cette localité située dans l'ouest libyen reste toujours confuse car les combats s'y poursuivent. Mouammar Kadhafi, ce qui accentue encore un peu plus l'isolement de Tripoli. Écoutez l'analyse de nos envoyés spéciaux sur ces nouvelles prises, Mathieu Mabin et Karim Akeki. Les rebelles ont avancé sur le front de l'Ouest. Ils ont avancé selon une stratégie très particulière. C'est-à-dire qu'ils ont tout simplement contourné les bastions pro-Kadhafi en prenant notamment des routes secondaires et en s'appuyant beaucoup sur les populations sur place. Et finalement, ils ont avancé en laissant derrière eux des poches de résistance de Kadhafi. D'après nos informations, pas beaucoup de militaires qui tenaient encore les positions pro-Kadhafi. Ça leur a permis de prendre des villes clés ici comme Garian ou Al-Zawiya, dans laquelle il y a une bataille aujourd'hui. On a entendu des tirs et d'après nos informations, des combats ont eu lieu à Al-Zawiya. Mais expliquez-nous, Karim, pourquoi Zawiya est une ville clé ?
Zaouïa est une ville clé parce que c'est la clé, justement, c'est la porte d'entrée vers Tripoli. Alors il y a deux Zaouïas. Il y a la Zaouïa qui est sur la côte et puis il y a la Zaouïa qui est un peu plus à l'intérieur des terres. Les combats, apparemment, les rebelles ont avancé vers cette ville qui n'est pas côtière, mais les combats se concentrent là maintenant autour de la raffinerie. Évidemment, un point stratégique important pour les forces anti-Kadhafi. Les combats se sont accentués aujourd'hui. Selon les témoignages que nous avons eus, il y aurait 23 morts aujourd'hui. Nous avons également constaté des populations qui fuyaient la zone. Et les rebelles ont donc pris la ville de Al-Zaouïa, pas toute la ville d'après nos informations, et les combats continuent. Nous n'avons pas de confirmation pour dire que la raffinerie de Al-Zaouïa a été prise. Hors du continent à présent, Bachar el-Assad doit partir. C'est en substance le message délivré ce jeudi par Washington et Bruxelles. Pendant ce temps, 3 pays européens produisaient une déclaration commune dans laquelle ils condamnaient la répression sanglante en Syrie, toute chose qui vient renforcer la pression sur le régime en place à Damas. Le gouvernement américain demande désormais la démission du président Bachar al-Assad. Les Syriens méritent un gouvernement qui respecte leur dignité, protège leurs droits et qui soit à la hauteur de leurs attentes. Bachar al-Assad leur barre la route. Et pour le bien de la population syrienne, il est temps pour lui de partir et de laisser la transition entre les mains des Syriens eux-mêmes. Dans une déclaration commune, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont condamné la répression sanglante contre des manifestants pacifiques et courageux. Les 3 pays ont également demandé de nouvelles sanctions européennes et le départ de Bachar al-Assad. Le président syrien est également dans le viseur de l'ONU. Ce jeudi, un rapport des Nations Unies souligne les graves violations des droits de l'homme contre les manifestants qui pourraient relever de crimes contre l'humanité. Ce rapport appelle également le Conseil de sécurité de l'ONU à envisager de saisir la Cour pénale internationale. Un conseil de sécurité qui se réunira ce jeudi pour faire un point sur la situation en Syrie. Répondant à une demande du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le président Assad a annoncé la fin des attaques contre les civils. Mais à Homs, la répression continue. Bachar a déclaré à Ban Ki-moon qu'il avait retiré son armée. Mais ça n'est pas vrai. Hier soir, l'armée a ouvert le feu sur des fidèles qui étaient en train de prier dans la mosquée de Fatima. Selon le département d'État américain, depuis le début du mouvement de contestation, près de 2000 personnes ont été tuées. En Israël, au lendemain de la série d'attaques contre des autobus et un véhicule militaire qui a coûté la vie à 7 personnes, le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou a mis en garde contre une poursuite de ces attaques qui entraînerait des représailles sévères de l'État hébreu. Quant au ministre de la Défense Ehud Barak, il a tout de suite indiqué que les auteurs de ces attentats ont transité par l'Égypte. La démarche lourde et le regard grave, Benjamin Netanyahou vient mettre en garde les ennemis d'Israël. Ceux qui attaquent des Israéliens paieront un prix très fort. Plus tôt dans la journée, 2 bus en route pour la station balnéaire d'Eilat, dans le sud du pays, sont pris pour cible par des hommes armés. Les blessés sont rapidement évacués par hélicoptère vers les hôpitaux les plus proches. Peu de temps après, un engin piégé explose au passage d'un véhicule militaire. Puis survient une 4e attaque, cette fois-ci une voiture privée mitraillée près de la frontière jordanienne sans faire de victimes. 4 attaques en l'espace de quelques dizaines de minutes. Pour Ehud Barak, les responsables ont transité par l'Égypte. Le contrôle égyptien sur le Sinaï est affaible à la suite des événements qui ont eu lieu en Égypte. Et c'est pourquoi cette attaque, qui est originaire probablement de Gaza, a frappé Eilat. Le Hamas rejette quant à lui toute responsabilité dans ces attaques. Nous insistons sur le fait que nous n'avons aucune implication dans ce qui s'est passé aujourd'hui à Eilat. Quelques heures plus tard, un raid aérien israélien a été mené à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tuant 6 Palestiniens, dont 4 dirigeants des comités de résistance populaire, un groupe radical armé. Les Nations Unies ont condamné ces attaques et mis en garde contre une escalade de la violence. Voilà, le bulletin d'information pour ce 19 août est terminé. On se retrouve demain dans le cadre du grand journal sur Ivoire TV. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.